Amis des schémas et des automates, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir deux petits schémas assez simples en fait, mais qui vont aussi nous permettre d'aborder la notion d'automate fini. Suite à ma vidéo sur les contacts fin de course, il y a un internaute débutant qui m'a demandé un petit conseil pour en fait gérer un téléphérique miniature. En gros, lui, ce qu'il veut, c'est pas simplement des contacts fin de course qui arrêtent le moteur, mais en gros qui inversent son sens. En gros, il a une sorte de jouet qui doit ressembler à quelque chose comme ça, piloté par un moteur continu. Donc je rappelle que sur un moteur continu, quand on inverse la polarité à ses bornes, ça inverse aussi son sens de rotation. Et donc il veut que quand ce que j'appelle la charge, enfin ici c'est la cabine, arrive en haut, le moteur s'inverse pour arriver en bas, et quand il arrive en bas, et ça s'inverse à nouveau pour remonter. Ce qui fait un mouvement, on va dire, de va-et-vient pour faire son animation. Alors je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai, réfléchissons comment faire ce truc-là de la façon la plus simple possible. Donc j'ai réfléchi un peu, et le premier schéma que j'ai trouvé est, ma foi, très simple, et il utilise ce qu'on appelle un relais bistable. Alors je vous avais déjà fait il y a très longtemps une vidéo pour expliquer ce que sont ces relais, mais en gros, je rappelle que c'est des relais qui n'ont pas une seule bobine, mais deux, qui ont une sorte de mémorisation. Si par exemple on alimente cette bobine-là, les contacts vont commuter, mais même si on coupe la bobine, ils vont rester dans leur position. Et si on alimente l'autre bobine, ils vont revenir comme ils étaient et ils vont aussi mémoriser. Donc en gros, on peut les voir un petit peu comme des bascules RS, enfin une sorte de mémoire en fait. Donc des relais, je veux dire, un petit peu spéciaux. Je vous ai mis ici une photo d'un tel relais. On peut voir ici que c'est un double inverseur, on voit le brochage et on voit bien ici qu'on a ces deux bobines. Alors l'idée aussi, bien sûr, c'est pour détecter quand la charge est en haut ou en bas, on va utiliser par exemple des micro-switches comme ça, qui sont ici des contacts, et on va les disposer de telle façon que quand la charge arrive en haut, ça appuie ici sur la languette et que ça commute. Alors voilà le schéma que je propose, on peut voir qu'il est hyper simple. Donc l'idée, c'est, imaginons que là on mette en route l'alimentation, donc on voit que les contacts sont dans cette position-là, donc le moins arrive ici, le plus arrive ici, ce qui fait que le moteur monte, donc la charge monte. Quand elle arrive en haut, elle va appuyer ici sur ce contact qui est ce que j'appelle la butée haute. À ce moment-là, ça va commuter cette bobine, le relais va commuter, on voit qu'il est monté ici en inverseur de polarité, ce qui fait que maintenant le moteur descend. Alors c'est vrai que la bobine ici ne va pas être alimentée, et comme j'ai dit, le relais bistable mémorise la position, donc là le moteur descend, et quand il va arriver en bas, donc il va avoir le même mécanisme en fait avec la butée basse, qui va commuter l'autre bobine, et ainsi de suite. Donc on a ici vraiment exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire un système qui oscille entre monter jusqu'en haut et descendre jusqu'en bas. Alors on peut, c'est même conseillé, mettre ici les fameuses diodes dites de roue libre. Elles sont pas essentielles au fonctionnement, mais bon, je vais pas refaire la vidéo là-dessus, mais l'idée c'est que au moment de la coupure ici de la bobine, il va y avoir une surtension et que en fait l'énergie se dissipe dans le relais plutôt que de faire une surtension qui ferait éventuellement des arcs au niveau des contacts, ce qui les arrangerait pas. Donc voilà pour cette solution qui, à mon avis, est la plus simple. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, elle a quand même un petit inconvénient, cette solution-là, c'est qu'elle nécessite un relais qu'on trouve pas quand même facilement. C'est-à-dire que si on bricole et qu'on a de la récup, des choses comme ça, les chances d'avoir des relais bistables sont relativement faibles, alors que des relais, normaux, entre guillemets, on en trouve facilement. Donc je me suis posé la question de dire comment on pourrait faire un système, mais en utilisant un relais beaucoup plus standard. Donc j'en arrive à ce schéma-là. Comme on le voit, il n'est pas tellement plus complexe. Et là, l'idée, c'est quoi? On utilise ici un relais simple avec un double inverseur, donc toujours monté en inverseur de tension. On va toujours utiliser un contact de butée haute, un contact comme dans le montage précédent, ce qu'on appelle normalement ouvert, c'est-à-dire que quand il n'est pas actionné, le contact ne se fait pas. Mais on va utiliser pour la butée basse un contact un peu différent, qu'on appelle normalement fermé, en anglais NC pour normally close. Ces contacts-là, en gros, ils marchent à l'inverse, c'est-à-dire que tant qu'on les sollicite pas, tant qu'on n'appuie pas dessus, ils laissent passer le courant, et quand on appuie dessus, en fait, ils coupent. Alors, faut savoir que beaucoup de micro-switch font à la fois les deux. Voilà, par exemple, un micro-switch, ça fait standard, on voit qu'ils ont souvent 3 broches. On a ici ce commun, et normalement open, normalement close. C'est-à-dire que si je branche entre C et NO, il va marcher en effet comme un normalement open, c'est-à-dire que si on appuie sur la languette, ça va faire un contact. Et si on branche entre commun ici et normally close, c'est le contraire. Le contact se coupera quand on appuiera sur la languette. Et donc là, on va mettre en butée haute un normally open et en butée basse un normally close.
Alors pour comprendre comment ça marche, ben, c'est très simple. Imaginons un moment, ben, voilà, la charge, on va dire, elle est n'importe où. On met ici la tension d'alimentation. Donc si on est dans cette config-là, ben, pareil, on voit que le moins arrive ici et le plus arrive ici. Donc le moteur tourne. On voit que le relais n'est pas alimenté vu qu'il est branché entre moins et moins. Et donc la charge monte. Quand la charge va arriver en haut, elle va appuyer ici sur ce contact. Et on voit que ce contact commute le plus sur la bobine du relais. Voilà. Et comme celui-là est fermé, ben, le relais s'alimente bien et le relais colle. Ce qui fait que le moteur s'inverse. Voilà, ben, le plus est ici, le moins est là. Alors bien sûr, quand il va s'inverser, le contact ici va se couper, mais à cause de cette diode ici, on voit que le plus va bien passer à cet endroit-là et alimenter le relais. C'est-à-dire que le relais va rester collé. Donc il reste collé, la charge descend, et quand elle va arriver à la butée basse, elle va ouvrir ici ce contact, ce qui fait que le relais ici ne sera plus alimenté. Le moteur va s'inverser, ça va remonter, et ben voilà, on répète ici le cycle. Voilà pour ce montage, et on voit que ça ne rajoute pas une énorme complexité de le faire comme ça, et là vous pouvez utiliser un relais tout à fait normal. Enfin donc voilà les deux solutions que j'ai trouvées. Alors honnêtement, il y a plein de façons de faire ça. On pourrait faire ça avec de la logique, pourquoi pas un microcontrôleur. Enfin, il y a plein de façons, mais enfin ici, mon idée était d'avoir quelque chose de plus simple possible. Alors en même temps, quand j'ai fait ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, dans la mesure où ce petit système, c'est ce qu'on appelle un automate fini, et sans doute un des automates finis les plus simples qu'on puisse imaginer. Et je me suis dit que ça pouvait être une occasion pour aborder simplement la notion d'automate fini. L'étude des automates, c'est quelque chose qui prendrait éventuellement des heures de vidéo, des cours et éventuellement des années. Hein. Le but ici n'est pas de tout exposer, mais justement de faire une introduction qui pourrait intéresser des débutants sur cette notion d'automate fini. Alors voyons cela. Alors si vous allez sur Google et vous cherchez automate fini, vous tomberez sur une page Wikipédia en français qui est, ma foi, relativement complète, hein, et qui donne une définition des automates finis que j'ai reprise ici, qui me paraît assez simple à comprendre et qui définit bien ce que c'est. En fait, un automate fini, c'est une construction mathématique abstraite qui est susceptible de donner un nombre fini d'états, mais étant à un moment donné un seul état à la fois. Et c'est un état qu'on appelle l'état courant. Et ensuite, le système peut passer d'un état à l'autre par ce qu'on appelle une transition. Hein. Une transition, c'est quelque chose qui, suite à une condition, un événement, va faire passer le système d'un état X à un état Y. Voilà. Et en fait, un automate fini, c'est un certain nombre d'états qui peut être quelconque et un certain nombre de transitions qui peuvent faire passer les états. Il n'y a pas forcément d'ordre. On peut avoir des transitions qui font passer de l'état 1 à 50, du 49 au 18, enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ici, on a, je pense, un automate fini qui est vraiment le plus simple qu'on peut avoir, dans la mesure où il a deux états, c'est-à-dire on a vu la charge monte ou la charge descend. C'est ces deux états, on va dire, stables, entre guillemets, et deux transitions qui sont chacune initiées par un événement. Le passage de l'état 1 à 2, c'est-à-dire de passer de monte à descend, est déclenché par l'événement qui est que la charge arrive en haut, et le passage de l'état 2 à l'état 1 est déclenché par le fait que la charge arrive à l'état bas. Donc voilà, on a ici, je crois, un des automates finis les plus simples qu'on peut imaginer. Alors, il y a plein de systèmes pour les représenter de façon mathématique, il y a des représentations graphiques, par exemple, on voit la une, et on peut voir ici les deux états, monte et descend. Les transitions, là, ici on a en rouge la transition qui est la butée haute qui fait passer de monte à descend, et la transition de butée basse qui fait passer de descend à monte. Bon, on parlera tout à l'heure de ces boucles-là plus en détail. Et ici, on a éventuellement ce qu'on appelle l'état initial, qui est aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire à quel moment on rentre dans cette séquence. Donc voilà, en gros, c'est ça un automate fini. Alors, l'étude des automates finis, c'est quelque chose de très très important, et c'est hyper utilisé, c'est utilisé dans plein d'automatismes. Un thermostat, c'est un automate fini, les machines-outils, les machines à laver, les robots ménagers, mais je dirais même dans l'informatique, il y a énormément de programmes qui sont des automates finis. À mon avis, on peut même considérer qu'un microprocesseur, c'est un automate fini, quelque part. C'est vraiment quelque chose qui est très utilisé et hyper important, et c'est pour moi aussi une très bonne façon d'approcher les problèmes. Alors, dans ma vie, j'ai étudié et conçu un très grand nombre d'automates, que ça soit des trucs très très simples, comme des, à la fois, plutôt hyper complexes, mais à chaque fois, en fait, dans l'idée, j'ai à peu près toujours suivi un petit peu ces étapes-là pour concevoir, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser quel que soit l'automate.
Donc en gros, une fois qu'on sait déjà ce qu'on veut faire, hein, parce que à la base c'est toujours de ça qu'il faut partir, on va essayer de déterminer les états. Donc que là on a vu dans notre cas il y en avait 2, mais on peut imaginer qu'il y en a X. On va déterminer toutes les transitions possibles et qu'est-ce qui les déclenche, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on passe d'un état à un autre, sachant que dans ce qui les déclenche, quelque chose qui arrive très souvent, c'est le temps. Le temps, ça peut être un déclencheur. Si on regarde par exemple un simple clignotant, on a un clignotant, c'est pareil, c'est un automate fini qui a 2 états, allumé, éteint. Et qu'est-ce qui fait passer d'un état à l'autre? C'est le temps passé dans un des états. C'est-à-dire, quand j'atteins par exemple 1 seconde dans l'état allumé, c'est ça qui va déclencher le passage à l'état éteint, et pareil, 1 seconde éteint, ça déclenche allumé. Donc le temps, ça peut tout à fait être un déclencheur. On est rendu à ce stade, des fois, on peut être amené à avoir des sous-automates ou des systèmes qui marchent en parallèle. En effet, quand c'est quelque chose de très complexe, des fois, c'est un petit peu comme la notion de sous-programme, on va dire, on peut avoir un automate qui a, je veux dire, des états finis, mais qui sont déjà eux-mêmes relativement complexes, et après faire des sous-automates. Par exemple, un bon exemple pour comprendre ça, c'est dans le cycle lavage d'une machine à laver. Le cycle lavage fait que le tambour tourne, je sais pas moi, X secondes dans un sens, X secondes dans l'autre. Le cycle lavage, c'est simplement ça, c'est inverser le cycle du moteur. On peut considérer que c'est un sous-automate, mais que l'automate principal lui dit à un moment donné, je suis en mode lavage, et voilà, on le décompose comme ça. En même temps, comme on l'a vu, un automate, il peut avoir qu'un seul état à un instant T. Donc des fois, on a des systèmes où il y a plusieurs états qui peuvent marcher en parallèle, c'est-à-dire que à la fin, on peut avoir plusieurs automates qui fonctionnent, je veux dire, en parallèle. Alors c'est aussi la complexité, c'est que s'ils ont quand même des dépendances l'un envers l'autre, c'est un petit peu le système du multithread, hein, des fois ça peut être assez complexe. Enfin voilà, une fois qu'on a étudié ça, chose de super important, c'est la vérification des conditions initiales. Comment le système démarre. Et ça peut aussi être quelque chose d'éminemment complexe. Souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des états initiaux qui sont toujours les mêmes. En fait, c'est ce que j'appelle, moi toujours, pour rigoler, la méthode Jurassic Park. C'est-à-dire, en gros, c'est le reset. On éteint tout, on redémarre, et on a un système qui fait qu'au démarrage, tout se met dans un état qui est connu. À ce moment-là, c'est assez facile, parce qu'on sait qu'on part d'un état stable, qui est connu, qui est l'état de mise en route, et derrière, après, voilà, il peut y avoir toutes les transitions qu'on veut. Le problème, c'est que ça, c'est pas toujours possible. Parce que des fois, il y a des états qui sont liés à des positions de moteur, à le fait qu'une cuve soit remplie et n'importe quoi. Et en même temps, un automate, il doit être résilient à des problèmes. C'est-à-dire qu'en théorie, il peut y avoir une coupure, il peut s'arrêter n'importe quand. Et ce qu'il faut toujours veiller dans un automate, c'est qu'il ne soit pas, à un moment donné, dans un système d'auto-verrouillage, ce qu'on appelle les deadlocks, qui fait que il est arrêté dans une séquence où lui, pour continuer, je veux dire, il faut que le moteur soit en route, mais comme il était en cours de remplissage, le moteur était arrêté, et voilà, il y a quelque chose qui bloque, et on ne peut pas le faire. Et ça, c'est quelque chose de très gênant, et qu'il faut bien voir. En même temps, des fois, il faut toujours penser, justement, à des cas un peu spéciaux, justement, d'arrêt. Si on revient ici dans notre schéma de tout à l'heure, imaginons ce qui se passe, par exemple, si mon moteur, quand il s'arrête, il était pile en train de commuter le relais. C'est-à-dire que c'est un cas un peu spécial, parce que nous, je veux dire, là, quand on le met en route, on peut dire que le téléphérique, il est n'importe où, mais est-ce que si je le mets en route au moment où un des contacts ici est commuté, ça change quelque chose ou pas? Et c'est une question à se poser. Et il y a des cas, j'ai vu moi, des automates où si ça arrivait, ce genre de choses, justement, ils démarraient pas bien ou tout. Ici, on peut voir que le cas, c'est pas grave. Parce que s'il démarre et que ce truc-là est commuté, ça va basculer le relais et puis ça va fonctionner. Et pareil ici. On a le même cas à cet endroit-là. Si le système démarre et que la butée haute est mise, ça va commuter le relais, il va redescendre. Et pareil ici sur la butée basse. Donc là, en fait, sur cet automate-là, on peut voir que n'importe quel endroit où il s'arrête, on pourra redémarrer de façon safe. Par contre, il y a quand même une différence entre les deux schémas. C'est que dans le premier schéma, on voit que si quand il s'arrête, il est en train de monter ou de descendre, comme le relais garde sa position, quand il va redémarrer, c'est-à-dire qu'on va remettre le courant, il continuera dans le même sens. En gros, s'il était en train de descendre, il continuera à descendre. S'il était en train de monter, il continuera à monter. Ce qui n'est pas le cas ici. Celui-ci, s'il était en train de descendre, c'est-à-dire le relais ici est collé, si on voit qu'on coupe le courant, on coupe le relais.
Ce qui fait que quand il redémarrera, il monte. C'est-à-dire que cet automate-là, à chaque fois qu'on coupe le courant et qu'on le met en route, il aura toujours tendance à monter. Alors que l'autre garde l'état où il était. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr prendre en compte et de se dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Enfin, soit on se dit, on s'en fout. Ici, par exemple, c'est le cas, limite, on n'en a rien à faire. Et il y a des automates où soit il faut se dire, justement, je veux toujours démarrer de la même façon, ou au contraire, se dire, il faut que je reprenne en gros là où j'en étais, qui implique à un moment donné de pouvoir avoir quelque chose qui mémorise l'état courant pour qu'au moment du redémarrage, il puisse redémarrer comme ça. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut toujours se poser comme question. Ensuite, il y a une autre chose qui est très importante, c'est qu'est-ce qui se passe si on a des déclenchements imprévus de déclencheurs. On voit ici que dans notre système, pareil, on part du principe que quand le système monte, le prochain déclencheur qui va arriver, c'est la butée haute. Oui, la butée basse, elle n'a pas raison d'être sollicitée. Mais on pourrait se poser la question, et s'il y a un petit rigolo, ou pour X raison, qui pendant que le système monte, actionne la butée basse, et vice versa. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une condition, un déclencheur qui arrive alors qu'il n'est pas censé se produire. Et ça, il faut aussi y faire des fois très attention. Parce que des fois, ça peut rien faire, des fois ça peut changer, mais c'est pas grave, mais des fois ça peut faire des bêtises. J'ai connu des systèmes où si on appuyait en même temps sur des micro-switches, ça mettait la ligne en court-circuit, par exemple, ce qui pourrait être très très gênant. Donc ça, je conseille toujours de se poser ces questions-là, sachant que derrière, on peut se dire, même si ça met le truc en court-circuit, se dire, je considère que ça arrive pas, et c'est pas mon problème. On peut empêcher que ça arrive, je sais pas, en faisant, une protection qui fait que ça ne risque pas d'arriver, des choses comme ça. Il y a plusieurs systèmes, mais il faut se poser la question. Et sur ces systèmes-là, on voit que c'est pas grave, parce que si on voit, par exemple, que là, il est en train de monter, c'est-à-dire que il est comme ça, et que j'actionne la butée basse. Bon, en fait, c'est pas gênant, parce que ça fait quoi? Ça coupe le relais qui est déjà coupé, donc ça fait rien. Et de la même façon, s'il est en train de descendre, j'actionne la butée haute, ici, ça alimente le plus, et ça gêne pas. Et si on regarde ici, c'est exactement pareil. D'ailleurs, on peut voir que dans mon schéma de tout à l'heure, c'est à ça que servent ces fameuses boucles. On peut voir en gros que s'il est en train de descendre et que la butée haute arrive, en fait, il reste dans l'état descend, et quand il est en train de monter et que la butée basse arrive, il reste dans son état. Donc là, on se dit que quel que soit le déclencheur, c'est pas gênant, ça ne crée pas de catastrophe, et à la limite, ça ne crée aucune transition. Non, il y a des cas quand même où ça peut aussi être très dangereux, et éventuellement, plutôt que d'analyser tous les cas possibles, souvent on va faire un autre automate justement en parallèle. On va prendre un exemple simple. J'ai un four, par exemple, je veux pas ouvrir la porte si la température est au-delà, je dis n'importe quoi, de 40 degrés. Alors, je pourrais dire que dans tout mon automate partout, je teste ce truc-là, mais c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Alors, et en même temps, si jamais il y a une panne ou un truc comme ça, c'est quelque chose qui touche à la sécurité et qui peut être assez gênant. Dans le cas d'un four, je peux faire un autre automate qui a rien à voir avec l'automate normal du thermostat et tout, et lui qui a un truc tout bête qui dit, si la température est supérieure à 40 degrés, j'actionne le verrouillage de la porte. Si c'est en dessous, j'autorise l'ouverture. Et ça peut être quelque chose, des fois, qui permet justement de simplifier. Mais on peut voir que c'est quelque chose on est dans le cas là de deux automates quelque part qui marchent en parallèle, mais il y en a un qui quelque part est prioritaire sur l'autre et qui assure par une fonction simple ça. Et c'est quelque chose en fait qu'on fait relativement souvent. C'est si on a des automates très complexes, vouloir gérer partout tous les cas, ça fait des complexités phénoménales, alors que d'avoir des trucs comme ça, souvent, ça peut simplifier. Donc voilà, déjà, il y a un truc quand même qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir que même sur un automate aussi simple que celui-ci, parce que je crois qu'on peut difficilement faire plus simple, il y a quand même des questions à se poser. Est-ce qu'il peut s'arrêter n'importe quand? Est-ce qu'il y a des risques si on actionne des choses? Comment il se comporte au démarrage? Et voilà, donc vous pouvez bien sûr imaginer que sur des trucs très très complexes, des systèmes avec plein d'états, plein de capteurs et des choses comme ça peut devenir assez complexe. Ensuite, il y a une autre chose, mais généralement qui est hors de l'automate, c'est la visualisation passive des états. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui me permet de voir si le truc monte ou descend, en fait, c'est le fait que la charge monte ou descend. Mais il y a des automates où, en gros,
si on veut voir où on en est, on va avoir un truc, je crois, qui affiche par exemple l'état, qui affiche température, un truc comme ça. Mais souvent ceux-là, ils sont en dehors de l'automate parce que ils jouent pas sur son fonctionnement, ils sont simplement passifs, c'est-à-dire ils permettent de voir les états, mais c'est tout. Si ça change pas le fonctionnement. Donc ça, souvent, on les met pas dans l'étude de l'automate. C'est des choses qui viennent en plus, qui sont juste, on va dire, des trucs en lecture seule quelque part, qui se contentent d'afficher l'état. Alors quand on étudie les automates, il y a des tas d'outils, de modélisation mathématique, il y a des tas d'outils informatiques, il y a des méthodes, UML, machin, et j'en passe, qui vont permettre de modéliser des automates, de éventuellement les simuler, justement, de regarder un peu tous les cas et de voir ça. Alors, j'ai mis ici cette étape-là à cet endroit-là, mais il arrive des fois qu'on on attaque directement avec ça. C'est-à-dire que quand on conçoit des automates, dès le départ, on peut utiliser ces outils et, je veux dire, faire toutes ces études-là au fur et à mesure. Mais alors c'est bien sûr quelque chose qui est complètement optionnel, hein, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est vrai que sur des automates complexes, ça aide vraiment, ça peut justement détecter des deadlocks, voir des cas qui peuvent pas arriver, ou des fois on se rend pas compte, puis on peut faire des transitions par exemple qui font qu'en fait elles n'ont aucune chance d'arriver parce que les conditions pour qu'elles arrivent, je veux dire, il y a des états qui empêchent de toute façon que ça arrive ou des choses comme ça. Donc voilà. Alors ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que jusqu'à maintenant, on est complètement agnostique de la façon dont on va l'implémenter l'automate. Encore une fois, la notion, et c'est quelque chose qui est très important, c'est un concept, c'est une modélisation mathématique de ce que fait un système. On se fout de la façon dont il est implémenté. Je veux dire, c'est quelque chose de purement virtuel. Mais bien sûr, à un moment donné, on va regarder comment on le met en œuvre. C'est-à-dire, une fois que j'ai étudié tous mes états, mes transitions et tout ça, je vais dire comment je fabrique ça concrètement. Et là, on peut le faire de façon mécanique. On pourrait imaginer mon petit téléphérique sans aucun système, électromécanique et purement mécanique. Par exemple, avec un inverseur à tête de cheval d'engrenage, et c'est lui qui inverserait le sens. On peut faire des choses comme ça. Donc, il y a d'ailleurs les tout premiers automates qui ont été faits, ils étaient purement mécaniques. Il y avait des engrenages, des cames, des leviers, des trucs comme ça. Il n'y avait pas forcément d'électronique. Après, on peut faire un système on vient le faire électromécanique. On peut imaginer des trucs électroniques. On peut imaginer que c'est fait par du logiciel. Enfin voilà. Et à un moment donné, on va dire, j'ai mon concept. Comment je l'implémente? À ce moment-là, on va le développer. Et bien sûr, derrière, généralement, après, on va le tester et vérifier que tout fonctionne bien comme ça a été prévu. Si vous regardez bien, je vous ai déjà présenté sur ma chaîne un certain nombre de réalisations que j'ai fait avec des Arduino ou des microcontrôleurs, des PICAC, des trucs comme ça. Et la plupart, si ce n'est la totalité, étaient basées sur des automates finis. Généralement, c'est comme ça que je fais ce genre de système, où je détermine ces états, comment on passe de l'un à l'autre. Et si on regarde bien, mon système là que je vous ai présenté, 4, qui permet justement de faire marcher justement des tâches comme ça en parallèle, ça permet justement de simplifier le développement d'automates et surtout éventuellement avec le même Arduino de faire facilement justement plusieurs automates qui éventuellement marchent en parallèle avec ou non des dépendants. Voilà pour cette petite présentation et qui vous donne un petit peu quelques infos sur ce que sont les automates finis. Bon, comme j'ai dit, c'est un sujet très très vaste qui couvre énormément de domaines et qui, nécessite éventuellement même des années d'études. Il y a des gens qui ont passé quasiment leur vie à étudier ça. Donc ça peut être quelque chose de très complexe. Si vous aimez les maths, il y a beaucoup de théories et tout ça autour de ce sujet. Enfin voilà, comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo déjà le lien sur cette page Wikipédia qui, je trouve, donne déjà pas mal d'infos. Et après, éventuellement aussi d'autres liens. Enfin voilà, c'est des choses qui sont vraiment, je pense, très intéressantes à étudier. Et après, selon vos besoins, selon votre niveau, selon ce que vous voulez faire, ça peut de toute façon aider. Et comme j'ai dit, c'est toujours une approche qui pour moi est très intéressante, ne serait-ce que quand on veut développer justement des petits systèmes avec des Arduino ou des choses comme ça, ou même des systèmes beaucoup plus complexes. C'est vraiment, à mon sens, une bonne approche. Tiens, Maurice, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois qu'il y a quelque chose. Tu veux poser une question? Pose ta question. Je te l'ai déjà dit, il n'y a pas de question idiote, il n'y a que les réponses. Est-ce qu'il est possible d'avoir un automate avec un seul état? Oui.
Mathématiquement, il n'y a rien qui s'y oppose. Après, je sais pas si c'est très intéressant, et puis il y aura sans doute pas de transition, parce que passer de l'état 1 à l'état 1, ça change pas grand-chose. Enfin bon, regarde, toi, t'es bien un automate à un seul état. Regarde, t'es un abruti en plastique, et restera toujours comme ça. Moi, je suis méchant avec toi, Maurice. Ouais, ouais, je suis vraiment méchant. D'ailleurs, honnêtement, je trouve que t'es plutôt de bonne composition, parce que tu vois, quand je te charrie comme ça, tu pourrais te mettre en colère. Et non, quand t'es en colère contre moi, tu vas nettoyer la cuvette des toilettes. Bon, et en quoi ça te calme? Tu le fais avec ma brosse à dents. Bah ça alors. Là-dessus que le grand automaton vous fasse de belles transitions, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Qu'est-ce que